Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 16 août 2025, c'est notre bulletin numéro 251 et nous sommes à Troyes en Champagne. Effectivement, je suis venu en vacances visiter ma famille, donc c'est pour ça que je n'ai prévenu aucun d'entre vous et je m'en excuse, je vous prie de m'en excuser de ceux qui me proposent de faire des conférences. Là, il était uniquement question de visiter ma famille. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je reviendrai en revanche en automne et là, on pourra organiser des conférences. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo pour nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. La conférence privée pour nos sponsors aura lieu mardi prochain, donc en fin de journée. Comme d'habitude, voilà, abonnez-vous également à notre partenaire Géopolitique Profonde. Alors l'avantage quand on repasse en France, c'est que je peux récupérer la version papier. Donc ça, c'est le numéro de l'été 2025. Donc lettre ouverte de Francis Lalanne, mondialisme avec Jean-Michel Vernochet, Pierre-Antoine Plaquevent évidemment pour le métapolitique européenne, et puis Laurent Ozon qu'on aime bien, Laurent Braillard, Sylvain Ferreira et Franck Pengam sur les placements. Voilà, que des sujets d'actualité, donc ne manquez pas de vous y abonner. Ce qui m'a plu cette semaine, évidemment, c'est la fête nationale, le 15 août. Je rappelle que depuis notre bon roi Louis XIII, eh bien, le 15 août est la fête nationale. Alors évidemment, ça a été aboli par la terreur révolutionnaire, ça a été remis par la Restauration en 1815 et c'est important, et c'est pour ça que je voulais également en parler, ça a été de nouveau aboli par la monarchie de Juillet. Et oui, monarchie ne signifie pas forcément conservatisme. À la monarchie de Juillet, d'ailleurs, Louis-Philippe était le fils de Philippe Égalité, un des assassins du roi Louis XVI. Donc voilà, enfin ça n'empêche que, évidemment, dans nos cœurs de Français, nous savons que le 15 août est notre fête nationale. Alors je cherche un compromis avec l'héritage révolutionnaire et donc je propose de conserver le 14 juillet comme fête de l'armée, mais le 14 juillet 1790 qui est la fête de la Fédération, pas le massacre de la Bastille qui préfigure les génocides vendéens, les massacres à Lyon et dans toute la France organisés par la gauche bourgeoise au moment où elle prend le pouvoir dans notre pays. Mais passons maintenant aux nouvelles économiques et avant tout, n'oubliez pas que nous vous proposons toute une série de services pour pouvoir investir en Russie, y venir, ouvrir un compte et des tas d'autres services. Donc allez voir en description de cette vidéo si cela vous intéresse. Vous êtes très nombreux à être intéressés. Là, je vois les arrivées donc, de nombreux d'entre vous pour le mois d'août, pour le mois de septembre et pour les mois qui viennent. Donc ça, c'est très encourageant. Et puis c'est un moyen aussi après de témoigner de ce qui se passe réellement en Russie, de la puissance économique qu'est devenue la Russie. Économie donc, et le Bitcoin continue à battre des records. Donc au niveau de la capitalisation des actifs dans le monde, eh bien, il a dépassé Google et comme le disait Laurent Nicolas, et effectivement ça devrait devenir un moyen de non seulement d'épargne, non seulement d'investissement, mais également de commerce international grâce au Bitcoin qui est incontrôlable en fait par aucun des pays actuels, des régimes actuels, donc très compliqué de mettre des sanctions. Et je rappelle que le Bitcoin est légalisé pour les transferts internationaux à l'intérieur de la Russie. Donc là aussi, on voit que la Russie a toujours, dans ces domaines-là, un temps d'avance sur la numérisation, sur la digitalisation. Et toujours dans le même cadre, eh bien, les sanctions qui ont été prises par Donald Trump contre le Brésil, donc sous le prétexte des attaques contre l'ancien président Bolsonaro, eh bien, ont eu comme conséquence que désormais Lula est vent debout contre l'utilisation du dollar. Et finalement, le Brésil devient un des moteurs pour créer un système de paiement international qui soit totalement indépendant. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée qu'a eu Trump de s'en prendre à Lula. Rappelons également que c'est l'ancienne présidente du parti de Lula, donc qui était également présidente du Brésil, qui est à la tête de la Banque des BRICS, Madame Rousseff. Donc tout ça, évidemment, complique la position de Donald Trump, et encore une fois, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on a eu cette rencontre avec Vladimir Poutine, si jamais Donald Trump veut sauver le dollar comme monnaie internationale, il faut qu'il abandonne tout ce qui est extraterritorialité judiciaire, sanctions, etc. etc. C'est le seul moyen aujourd'hui de sauver le dollar. La menace, évidemment, ne fonctionnera pas. On le voit bien avec le Brésil, mais ce sera exactement la même chose avec l'Afrique du Sud, qui est plus faible économiquement, et encore moins avec les grandes puissances des BRICS que sont l'Inde, la Russie, et encore moins la Chine. Politico-diplomatique maintenant, alors évidemment le grand événement c'est la rencontre, c'est sans doute l'événement de l'année, peut-être même
plus que ça, un événement qui va recomposer les relations internationales. On va voir ce que ça va donner. Donc cette rencontre qui a eu lieu en Alaska entre Vladimir Poutine et Trump. Alors pourquoi en Alaska? Tout le monde, comme personne n'avait rien à dire avant cette rencontre, tout le monde a glosé. Je regardais un peu là, les chaînes de télévision françaises. D'ailleurs, chaîne d'info, c'est nullissime. LCI, BFM TV, CNews. Alors si, CNews a eu la délicatesse d'inviter Ksenia Fedorova, donc ça a un peu levé le niveau, mais sinon, leur spécialiste de géopolitique, mais c'est affligeant. Vraiment, là, je vous plains, chers amis français, d'avoir à supporter cette diarrhée verbale. Donc enfin, tout le monde glosait sans savoir pourquoi l'Alaska. Donc il y a évidemment tout un symbole historique, puisque la Russie a constaté au XIXe siècle qu'il lui était impossible de peupler, de coloniser l'Alaska, et donc l'a vendu pour 3 kopecks aux États-Unis, et c'était tout à fait raisonnable, mais il y a des traces de l'Église orthodoxe, notamment Vladimir Poutine a rencontré un métropolite local. Voilà, c'est aussi traditionnellement de bons souvenirs entre la relation soviéto-américaine, puisque l'aide américaine du pré-bail passait par l'Alaska, par le détroit de Bering, donc les pilotes américains, sur un parcours qui est extrêmement risqué, allaient livrer les avions, le matériel, dans l'extrême-orient russe. D'ailleurs, les Russes en ont fait un film qui s'appelle Périgon, ça veut dire transit de marchandises. Voilà l'histoire d'un Russe qui tombe amoureux d'une aviatrice américaine. Donc ça aussi, c'était des bons souvenirs. Puis je pense aussi, plus simplement, étant donné les sanctions sur le survol de l'espace aérien en Europe, c'était plus simple pour Vladimir Poutine d'aller voir Donald Trump en Alaska que de faire des détours au-dessus du territoire européen. Il devait y avoir quelque chose comme ça. Ajoutons que Vladimir Poutine en a profité pour visiter les régions de l'extrême-orient russe et rencontrer les gouverneurs locaux. C'était le cas à Magadan et ça a été le cas à l'aller, et Tchoukotka au retour, où il a rencontré le gouverneur. La Russie est un territoire immense avec des pays des régions qui font plusieurs fois la France, mais où il n'y a quasiment personne qui y vit. Mais il faut s'occuper également de ces personnes, et d'autant plus que ces régions sont a priori gorgées de ressources naturelles. Donc voilà, c'était une bonne occasion. Voilà pour le contexte. Alors, pour ceux qui ont suivi l'interview que j'ai donnée hier sur RT en français, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Donc, en fait, ça a beaucoup glosé dans tous les médias, pas seulement d'ailleurs français, mais tous les médias internationaux, américains. Et comme d'habitude, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils n'en savent rien, donc on peut faire des hypothèses. Donc j'ai regardé à peu près tout ce qui était dit. J'ai retenu quelques hypothèses sérieuses. La différence, en fait, c'est qu'il faut bien, souvenez-vous, cette différence que j'ai faite entre le cessez-le-feu et le traité. C'est pas la même chose. Et dans le Wall Street Journal, l'hypothèse avait été donnée que la Russie pourrait accepter un cessez-le-feu en faisant une concession. Donc rappelez-vous que Vladimir Poutine a dit qu'il y aura un cessez-le-feu quand tous les nouveaux territoires russes auront été évacués par les forces d'occupation otano-kieviennes. Donc c'est-à-dire en gros 30% du Donbass, 30% de la région de Zaporozhye et la rive droite de la région de Kherson, dont la ville de Kherson, dont les Russes s'étaient emparés en 9 jours. On se souvient, au début du conflit. Ce que disait le Wall Street Journal, en gros, c'était que finalement la Russie pourrait se contenter de l'évacuation uniquement de la région du Donbass. Et je pense que c'est assez réaliste, c'est une concession que pourrait faire la Russie, c'est-à-dire pour un cessez-le-feu, accepter le retrait uniquement de la région du Donbass. Pourquoi je pense que la Russie pourrait accepter? Parce que même si après ce cessez-le-feu, les Européens se mettaient à armer de nouveau l'Ukraine, ce ne serait pas grave, puisque la perte de toute cette zone qui a été fortifiée depuis 2014, qui est beaucoup plus facile à défendre en raison de la densité de population industrielle, etc., eh bien, quels que soient les armements qui seraient donnés à l'armée kievienne, et on sait en plus les capacités de l'Union européenne, même avec l'aide américaine, sont limitées, eh bien, l'échange serait très favorable à la Russie. Donc c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Depuis que ce rendez-vous a eu lieu, on a vu Donald Trump expliquer que finalement Vladimir Poutine il est pour une solution de paix rapide, donc ça veut dire sans doute à ses conditions, et c'est vraisemblablement ce que Donald Trump a fait passer à Zelensky. Alors selon Axios, encore une fois c'est la presse américaine, on se méfie, mais Zelensky, le coup de téléphone s'est très mal passé, en tout cas Zelensky débarque à Washington sans doute demain, et de toute manière Donald Trump a tous les moyens de pression sur Zelensky et sur les Européens, ne serait-ce que par Starlink,
moyens de communication. Si Starlink est fermé, il n'y a plus de communication au sein de l'armée ukrainienne. Et le renseignement satellitaire, s'il n'y a plus de renseignement satellitaire ukrainien, c'est terminé. Donc pour éviter un effondrement complet de l'armée ukrainienne, évidemment que Zelensky sera obligé d'obéir aux ordres qui lui sont donnés par Donald Trump, si Donald Trump décide de jouer ce coup de pression. Ce qui fait plaisir également dans cette rencontre, c'est le professionnalisme. Ça aussi, c'est quelque chose que moi, je suis quand même chercheur en relations internationales. Je suis un élève de Georges-Henri Soutou, donc j'ai travaillé dans les archives, notamment les archives du Parti communiste d'Union soviétique, des affaires étrangères soviétiques. Et donc, ce qu'on apprécie, c'est le professionnalisme, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les archives. Et du côté occidental, en fait, on a perdu ce professionnalisme, notamment en France, on voit l'amateurisme. D'ailleurs, il suffit de voir les ministres aux Affaires étrangères. Avant Barrot, c'était séjourné. Avant, on ne se souvient même plus de leur nom. Ils ne laisseront aucune trace parce qu'ils sont nuls. Et puis, c'est des menaces permanentes. Voilà, c'est vraiment comment dirais-je, la fin de la grande diplomatie. Ça a été le cas avec Biden. Son secrétaire d'État aux affaires étrangères également était toujours en train de menacer. Donc, il ne faisait pas de la diplomatie, il faisait de la menace, il faisait de la relation publique. Et là, ce qu'on apprécie, c'est que, ce qu'a dit Vladimir Poutine, le rendez-vous était préparé, donc les équipes avaient travaillé en amont. D'ailleurs, là aussi, on souligne la puissance des équipes qui se sont rencontrées. Silvanov, ministre des Finances, d'un côté russe, Bessent, secrétaire au Trésor côté américain, ministre de la Défense russe, Witkoff, en qui Poutine a confiance, en qui Trump a confiance, qui est vraiment l'homme clé dans cette relation. On l'avait identifié dès le début, donc, et Rubio. Et moi, je ne pense pas que Rubio soit un faucon, contrairement à ce qu'on peut entendre à la fois dans la presse pro-russe et dans la presse anti-russe. Je crois qu'au contraire, il essaie de donner corps un peu à je pense qu'il se rend compte de la difficulté dans laquelle se trouve, des difficultés dans lesquelles se trouvent les États-Unis. Et il essaie d'articuler une politique étrangère de Donald Trump qui est quelquefois un peu erratique. Donc voilà, donc ça aussi c'est un très bon point, professionnalisme, et qui se voit aussi parce qu'on ne sait pas ce qui s'est dit. Donc ça aussi c'était un très très bon signe. Donc il y a des accords qui vont être faits. Et évidemment, Donald Trump va vouloir imposer ce qu'il a décidé avec Vladimir Poutine à Zelensky, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc ça laisse encore de la marge à la négociation. Qu'est-ce qui va ressortir de cette rencontre? On va le voir dans les semaines qui viennent. Évidemment, les Européens sont furieux. L'Union européenne est furieuse. C'est un échec complet. Ils ont prétendu pendant 3 ans et demi faire de la Russie un paria. En fait, la Russie n'a jamais été un paria grâce aux BRICS, grâce à son influence sur tous les continents de la planète, à l'exception de l'Europe. Mais on a au contraire, là maintenant, une Union européenne qui est véritable paria, qui est seule dans son coin, avec les États principaux qui financent l'Union européenne, la France, l'Allemagne et un peu moins l'Italie, mais qui sont également complètement mis sur la touche, qui ne décident de rien. Et à côté de ça, on a au contraire, finalement, ce qui apparaît avec cette rencontre entre Poutine et Donald Trump, c'est une espèce de coalition conservatrice. D'ailleurs, on a vu à quel point cette rencontre a été extrêmement bien accueillie par Viktor Orban, qui souligne qu'enfin, les deux grands, comme à l'époque de la guerre froide, les deux grands sont de nouveau en train de se mettre d'accord. Et d'ailleurs, c'est le sens du sweatshirt que porte Sergueï Lavrov, qui a fait beaucoup parler dans les médias, où c'est marqué CCCP, comme il dit sur LCI. En fait, ça veut dire SSSR, Sovietsky Soyuz, URSS. Donc, je pense que c'est ça, en fait, que voulait signifier Lavrov, qui ne l'a pas porté par hasard, c'est qu'on revient de nouveau à des conversations bilatérales entre les grandes puissances. Alors évidemment, le monde a changé par rapport à la guerre froide, parce qu'aujourd'hui, la première économie, c'est la Chine, l'Inde n'est pas loin derrière. Donc finalement, je pense qu'à terme, on aura des rendez-vous à la fois au niveau bilatéral entre ces 4 grandes puissances et en même temps, même, pourquoi pas, des rendez-vous à 4. Et ça, évidemment, ça va complètement réordonner le fonctionnement du monde. Ce dont on s'aperçoit également, c'est donc l'absence de l'Union européenne, sa faiblesse, elle ne représente rien. Et non seulement l'Union européenne ne représente rien, donc n'a pas réussi à atteindre la taille critique, mais en plus, elle affaiblit la diplomatie des réelles puissances européennes, c'est-à-dire, comme j'ai dit, l'Allemagne, la France et l'Italie, puisque c'est un pur alignement sur
la Commission européenne qui elle-même est dirigée par la gauche américaine, par le Parti démocrate. Donc on assiste donc bien à une bascule, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que cette rencontre va avoir des conséquences évidemment dans l'immédiat, mais également sur plus long terme sur la recomposition des relations internationales au niveau mondial. Et on peut l'espérer, une fois le constat fait que la diplomatie de l'UE ne fonctionne pas, la reprise par les grandes nations européennes de leur diplomatie en main. Bon, mais ça, ce ne sera pas avec Emmanuel Macron, ce sera, on peut l'espérer, avec son successeur, mais bref, en tout cas c'est ce vers quoi on va. Ce qui est important aussi, à mon avis, c'est cette perte de territoire annoncée pour l'Ukraine. Alors non seulement ça a été annoncé par Rubio, par J.D. Vance, mais ça a même été annoncé par Lindsey Graham. Lindsey Graham a annoncé qu'il devrait y avoir des concessions territoriales. Donc ça, c'est extrêmement important, notamment pour le régime d'Emmanuel Macron. C'est le régime allemand, le régime italien, donc tous ces partis, notamment en France, la totalité des partis qui ont poussé Zelensky à continuer la guerre, ils doivent être sanctionnés. Et le fait que finalement l'Ukraine aurait perdu il y a 3 ans et demi le Donbass, là ils vont perdre le Donbass, ils vont perdre au moins encore 2 régions. Donc c'est le sens d'ailleurs de ma vidéo, donc Brennus, pour une petite note historique, Brennus est un chef gaulois qui, au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, a pris Rome, et donc les patriciens romains ont dit, bon bah d'accord, on est prêt à payer pour que vous partiez, et donc 1000 livres d'or. Donc les Gaulois ont mis une grande balance dans la place centrale, et ils ont mis des poids, et les poids étaient truqués, ils étaient plus lourds que ce qui était marqué dessus. Et donc les Romains ont commencé à dire c'est pas juste, vous trichez. Et donc Brennus est arrivé et il a jeté ses armes dans la balance et il a dit vae victis, malheur aux vaincus. C'est-à-dire quand vous avez perdu, bon bah c'est pas la peine de la ramener. Et c'est ça qui est d'ailleurs assez surprenant, c'est qu'on entend sur tous les plateaux de télé, on entend chez les dirigeants politiques français, etc. L'avenir de l'Ukraine ne peut pas être décidé sans l'Ukraine, sans l'accord de l'Europe. Si, en fait, si vous avez perdu la guerre. Vous avez perdu la guerre. Donc vae victis, et vous feriez mieux d'accepter là tout de suite les 5 régions que demande Vladimir Poutine en comprenant la Crimée, parce que sinon vous allez encore perdre 1 ou 2. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une fonction éducative vis-à-vis des classes dirigeantes européennes du fait que l'Ukraine ait perdu des territoires et qu'elle peut en perdre encore plus. Si vous n'aviez pas fait Maïdan, vous n'auriez pas perdu la Crimée. Si vous aviez respecté les accords de Minsk, vous n'auriez pas perdu le Donbass. Si vous aviez laissé Zelensky signer l'accord avec la Russie en avril 2022, vous n'auriez pas perdu Kherson et Zaporozhye. Et si vous continuez, vous allez perdre Odessa. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans un de ses discours, d'ailleurs, j'ai noté que Donald Trump avait fait allusion à Odessa. Donc si la classe dirigeante européenne était un peu maligne, un peu intelligente et sortait de son hystérie, il se rendrait compte qu'il faut absolument pour elle sauver Odessa. Si jamais il n'y a pas d'accord qui est trouvé, si finalement Donald Trump, comprenant qu'il n'y a rien à tirer des Européens et de Zelensky, décide de leur dire débrouillez-vous, eh bien dans ce cas-là, la Russie ira jusqu'à Odessa et c'est la perte du grand port sur la mer Noire dont dispose encore l'Ukraine, dont elle pourrait encore disposer, une Ukraine neutralisée dans tous les sens du terme, et donc avec un accès à la mer extrêmement important, y compris pour un pays comme l'Europe de l'Est, comme la Pologne. Alors certes, ce ne sera pas l'initiative des 3 mers, la République entre les 2 mers, tous ces délires géopolitiques polonais, les polonaiseries, comme dirait un de mes amis, mais l'avantage, c'est que le port sera toujours disponible et pas sous le contrôle de la Russie. Moi, je veux dire, en tant que citoyen russe, en tant que Français, pas descendant direct, bien sûr, mais du duc de Richelieu, qui a été gouverneur de la Nouvelle-Russie et qui a fondé le port d'Odessa, eh bien, je serais partisan que la Russie prenne de jure le contrôle du port d'Odessa. Mais bon, si c'est de facto, par une neutralisation du port d'Odessa, de la ville d'Odessa, de la région d'Odessa, de Nikolaïev. Encore une fois, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a une politique d'ukrainisation forcée. Staline, le fondateur de l'Ukraine, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, avait fait cette politique pendant 10 ans. Et finalement, au début des années 30, il se rend compte que c'est contre-productif. La langue ukrainienne n'a pas le niveau scientifique, littéraire
Donc c'est une perte, et puis en plus ça favorise les mouvements ultranationalistes à l'intérieur du Parti communiste d'Ukraine. Donc il met fin à l'expérience, et immédiatement la langue russe reprend la place qui était la sienne auparavant. Donc encore une fois, la Russie peut contrôler Kharkov, Nikolaïev et Odessa, Kryvyi Rog, sans forcément y envoyer son armée, parce que ce sont des villes russes. Encore une fois, sur les 10 grandes villes ukrainiennes, c'est l'Empire russe qui les a toutes fondées, en dehors de Kiev, qui date de la fameuse Rousse de Kiev, et encore, avant que l'Empire russe arrive et en fasse une ville indigne de ce nom, sous les Polonais, c'était un bouge. Et Lvov, ça c'est quelque chose à part, et d'ailleurs la beauté de la ville, on doit beaucoup aux Autrichiens. Mais pour le reste, toutes ces grandes villes, toute cette industrie, ce sont les Russes, et ensuite les Soviétiques qui l'ont fondée. Il faut bien la mettre, il faut bien s'en rendre compte. Donc encore une fois, le temps long joue pour la Russie dans ce domaine-là. Donc voilà, en conclusion, je pense que cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump est une chose excellente, à la fois pour la recomposition des relations internationales, pour trouver une solution finale pour le conflit ukrainien, pour la leçon que ça va donner à la classe dirigeante incompétente des pays européens qui désormais doivent méditer sur notre vignette, Vladimir Brennus. Si vous continuez, vous allez encore perdre encore plus de territoire. Réfléchissez à ça. Armement maintenant, ce qu'on a noté cette semaine, c'est l'utilisation pour la première fois du laser par l'armée russe contre les drones ukrainiens. Donc, alors on ne sait pas quel matériel a été utilisé. On sait que les Russes possèdent des lasers dont, si on en croit Vladimir Poutine, eh bien, sont totalement innovants. Rappelez-vous, ça avait été présenté par Vladimir Poutine en mars 2018. C'est un grand discours sur les nouveaux armements, et il y avait le fameux laser Peresviet. Donc peut-être s'agit-il de celui-là, c'est difficile à dire. Là, visiblement, la portée n'est pas très longue. On parle de 2,5 km. Le Peresviet, en principe, il était donné pour même pouvoir en cas de beau temps, taper jusqu'à un satellite. Donc on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, ça a été testé. Et visiblement, ça marche pas trop mal. Dans ce discours de mars 2018, Vladimir Poutine avait également annoncé la production en masse, en série, des armes hypersoniques, et également du Burevestnik, donc qui est un missile de croisière à propulsion nucléaire, c'est-à-dire qu'il peut rester dans l'air pendant des mois. Et donc évidemment, c'était à la fois important par rapport à la capacité de dissuasion, et également par le fait que c'est peut-être une solution d'avenir pour la propulsion des aéronefs, c'est-à-dire la propulsion nucléaire, notamment dans le cadre de la conquête spatiale. Et donc là, d'après les sources, alors c'est des sources, la presse américaine, eh bien, les Russes s'apprêteraient à refaire des tests avec le Burevestnik. Donc à voir, c'est quelque chose d'important. Et on se souvient également que parmi les armes qu'avait annoncées en mars 2018, donc Vladimir Poutine, il y avait le Poséidon, donc qui était un drone sous-marin, pareil à alimentation nucléaire, qui lui permettait d'amener une bombe nucléaire au large de pays ennemis. Et c'était un moyen de contourner le nouveau bouclier antimissile que voulait mettre en place George Bush Jr. C'est pour ça qu'il était sorti du traité sur l'interdiction des systèmes, des missiles antimissiles. Toutes ces nouvelles technologies, comprises les Russes, eh bien, c'est pour contourner ces systèmes antimissiles. Alors, visiblement, Donald Trump a décidé, lui, de revenir encore sur un système antimissile pour protéger les États-Unis, donc qui s'appelle le Dôme doré, et visiblement, le projet sur les rails, est-ce qu'il pourra être financé? J'ai quand même quelques doutes. Enfin, à suivre donc, on suivra ça pour vous, évidemment. D'autant plus que, alors ça pourrait peut-être marcher contre des pays avec des technologies limitées, mais face aux missiles hypersoniques russes, on ne voit pas comment aucun bouclier pourrait fonctionner. Empire du mensonge maintenant, et nous allons cette semaine pouvoir analyser les dernières révélations du grand architecte à Alain Bauer. Le grand architecte m'interpelle. Il est la balance qui pèse mes actes et les juge. Donc Alain Bauer a donné de nouveau une interview sur LCI qu'il faut étudier parce que finalement il donne tous les narratifs qui sont répétés en boucle dans tous les médias français. Donc on va les analyser un par un et voir à quel point c'est du grand n'importe quoi. Le premier narratif, c'est sur le changement de doctrine nucléaire. Mais surtout, elle vient de décider de mettre en place la même doctrine que les États-Unis
et la Russie, c'est-à-dire l'attaque nucléaire préventive en cas de menace imminente. Donc ce que dit Bauer, c'est que la Chine a adopté la nouvelle stratégie nucléaire, comme les Russes et les Américains, de frappe préventive. Alors, il ne connaît absolument pas la doctrine nucléaire, ni russe, ni américaine. Il n'y a pas de frappe préventive. Vladimir Poutine, nous l'avons souvent dit, l'a confirmé il y a 1 an et demi à Valdai, bientôt 2 ans d'ailleurs, vis-à-vis de Karaganov, qui est un des principaux conseillers donc, en matière de dissuasion nucléaire, et qui, lui, était partisan de frappe préventive. Et donc Vladimir Poutine lui a dit non. Il l'a précisé, il l'a dit clairement. Donc ça, c'est une première chose. Du côté américain, effectivement, déjà à l'époque de Rumsfeld, il y avait l'idée de frapper de manière préventive avec des petites bombes nucléaires d'1 kilotonne, mais il n'y a jamais eu de suite. Sa sœur, c'est-à-dire le chef des troupes de l'OTAN en Europe en 2020, qui s'appelait Todd Walters, ça aussi on en a plusieurs fois parlé, c'est dans mon bouquin sur Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, avait parlé de frappe préventive nucléaire, qu'il était favorable à l'utilisation plus flexible, plus souple de l'emploi de l'arme nucléaire, notamment en cas de frappe préventive. Mais là, c'est pareil, il a dit ça devant le Sénat américain, mais il n'y a pas eu officiellement de modification de la doctrine américaine. Et en ce qui concerne la Chine, j'ai vérifié auprès de l'excellent Laurent Michelon, il n'y a pas eu de changement de doctrine. Donc il raconte absolument n'importe quoi. L'autre bobard qu'Alain Bauer a entendu du grand architecte, c'est qu'il y aurait désormais une différence entre le nucléaire tactique et le nucléaire stratégique. L'arme nucléaire stratégique était faite pour ne pas être utilisée. L'arme nucléaire tactique, elle est faite pour gérer un conflit qui dure trop longtemps, qui consomme trop de monde ou qui met en péril des intérêts qui ne sont pas vitaux mais qui sont importants. Et la Russie n'a jamais manqué de rappeler que les États-Unis et l'OTAN ayant des armes nucléaires tactiques, il n'y a pas de raison que la Russie n'en déploie pas, ce qu'elle a annoncé qu'elle faisait vers la Biélorussie et vers Kaliningrad. Ça, c'est quelque chose qui existait au début de l'ère nucléaire militaire. C'est-à-dire que pour les Américains, comme pour les Soviétiques, qui ont été les premiers à s'en occuper, et également pour les Français, on imaginait qu'il y a un nucléaire du champ de bataille, donc qui serait tactique, dans ce sens-là, et qui permettrait de détruire les grands déploiements de chars soviétiques ou américains, selon du côté que vous trouviez. Donc l'arme nucléaire tactique, c'était à la fois une notion d'emploi, donc on l'utilise contre des forces armées, non pas contre des objectifs civils ou stratégiques. Et la deuxième chose, c'était la puissance de l'explosion, puisqu'on est passé de la bombe A à la bombe H, thermonucléaire. Et là, on est passé à la mégatonne. Mais malgré tout, le nucléaire tactique, ça reste ce qu'on a eu à Hiroshima, c'est-à-dire plusieurs dizaines de kilotonnes. Donc quoi qu'il arrive, c'est une escalade nucléaire que personne ne peut pouvoir prétendre contrôler. La réalité donc, c'est que cette différence entre le nucléaire tactique et le nucléaire stratégique, eh bien, elle n'existe pas. Une fois que l'un des belligérants commence à utiliser l'arme nucléaire, c'est une escalade incontrôlable. Tout le monde est d'accord avec ça, donc visiblement, le grand architecte, lui, ne l'a pas expliqué correctement à Alain Bauer. Ce que la France avait prévu dans sa doctrine nucléaire, quand elle a mis fin finalement à l'utilisation de son arme nucléaire tactique terrestre, c'est-à-dire les Plutons et les Hadès, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser une arme nucléaire donc de petite puissance pour relancer un ultime avertissement. Et donc, c'est-à-dire, et à la limite, même pas sur une cible ennemie, mais par exemple, la France, pour montrer qu'elle est déterminée à utiliser l'arme nucléaire si quelqu'un veut franchir le Rhin, eh bien, elle va tirer un missile nucléaire. Alors, on en a encore l'équivalent d'un missile tactique, la SMP, qui peut être porté par les rafales nucléaires. Elle va tirer au milieu de l'océan un missile nucléaire pour montrer qu'elle est déterminée, l'ultime avertissement. Ça encore, ça a de la rationalité. Mais si la France se met tout d'un coup à utiliser l'arme nucléaire contre un pays nucléaire en disant non, mais c'est tactique, on s'arrête là, non. À partir du moment où il y aura un missile nucléaire tiré, c'est l'escalade, parce qu'en plus, les adversaires vont utiliser leurs armes nucléaires pour essayer de détruire les sites de lancement des armes nucléaires adverses. Donc il raconte n'importe quoi sur la dissuasion nucléaire. Visiblement, il n'y connaît rien. Pour la petite histoire, moi j'ai fait ma maîtrise d'histoire sur l'arme nucléaire tactique dans la pensée militaire française de Lon-S. Jones, qui était le missile américain que nous avions avant que le général de Gaulle nous libère du commandement intégré de l'OTAN, à l'Hadès. L'Hadès, c'était le dernier missile nucléaire tactique que la France a eu en sa possession, qui
tapaient sur le territoire allemand. Donc il n'y avait plus vraiment d'utilité. Voilà pour ce qui est de l'arme nucléaire. Mensonge suivant. Les Américains m'ont d'ailleurs souligné un élément qui m'avait échappé jusqu'à présent, c'est que la Russie n'a jamais donné de carte des zones annexées. En fait, la Russie a annexé des zones, mais on ne sait pas où, et on ne sait pas quelles sont les limites. Et seul Vladimir Poutine peut dire, eh bien, j'ai réussi, j'ai obtenu satisfaction sur Donetsk, sur Louhansk. Alors ça, c'est complètement faux. La Russie a réunifié les territoires de Kherson, de Zaporozhye et du Donbass selon les frontières administratives. C'est écrit noir sur blanc, et c'est écrit noir sur blanc parmi les exigences russes de restitution donc, et de départ de ces fameuses forces d'occupation otano-kieviennes de ces territoires. Et il y a même un petit morceau de la région de Nikolaev qui a été rajouté, puisque lorsque les Russes, au moment de leur maximum de progression en 2022, ont occupé une petite partie de la région de Nikolaev. Donc les territoires de ces régions réunifiées par Vladimir Poutine sont parfaitement connus. Et donc, contrairement à ce que raconte le grand architecte, eh bien, Vladimir Poutine ne pourrait pas faire varier les lignes de frontières de ces territoires. C'est clairement dans la constitution russe. Mensonge suivant. Il se trouve que la Russie financièrement est désormais totalement épuisée et même exsangue. Moi, je suis surtout un lecteur attentif des communiqués de la Banque centrale russe et voyant l'effondrement du système économique, la surinflation, l'extraordinaire difficulté de tenir les comptes, la baisse des tarifs. Et la seule personne qui a vraiment un poids vis-à-vis de Vladimir Poutine est la gouverneure de la Banque centrale. Alors ça, il nous refait encore le numéro de l'économie russe est à genoux. Alors ça, c'est un narratif extrêmement important parce que c'est le narratif qui est utilisé pour expliquer qu'il faut encore continuer à aider l'Ukraine, que ça y est, c'est bon cette fois, avec le 19e paquet de sanctions, ça va marcher, etc., etc. Alors, vous vous souvenez, dans les premiers mensonges que j'avais évoqués, la première fois où lui est apparu le grand architecte au sujet de la Russie, il expliquait que le fonds souverain russe, le fonds du bien-être national, était vide et qu'il n'y avait plus de réserve de change. Alors le problème, c'est que bon, toutes ces données sont ouvertes, donc là, visiblement, on lui a dit qu'il racontait n'importe quoi, donc il n'a pas osé répéter ça. Mais il nous explique qu'en fait, il suit les déclarations de presse de la Banque centrale et que, en fait, ça montre, il y a des indicateurs qui montrent la situation est dramatique pour l'économie russe. Alors, je vous invite, en plus, il y a un lien en anglais, alors il faut peut-être mettre un VPN russe parce que j'ai vu que ça se téléchargeait mal en France, mais vous avez toutes les déclarations de presse de la Banque centrale. Et je vous défie de trouver quelque chose qui montre qu'on est au bord de la catastrophe. Au contraire, la dernière déclaration qui est vraiment importante, parce qu'après c'est souvent très technique, c'est l'annonce de la baisse des taux d'intérêt, enfin de 21 à 18%. Ensuite, alors il dresse des lauriers à Madame Naboulina. Il n'y en a pas beaucoup qui lui dressent des lauriers dans le milieu économique en Russie parce que tout le monde considère que sa politique de taux d'intérêt se justifiait peut-être un court moment pour éviter une surchauffe, une trop d'inflation. Mais aujourd'hui, tout le monde pense que c'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, a priori, on va d'ici la fin de l'année vers une réduction significative des taux d'intérêt pour permettre à la Russie de continuer sa progression, l'économie russe de continuer sa progression. Et là où d'ailleurs on voit qu'il ne comprend absolument rien aux questions économiques, ce grand architecte, c'est que les problèmes que subit l'économie russe, en fait il y en a surtout un, c'est l'absence de main-d'œuvre. Et cette absence de main-d'œuvre ne sera pas réglée par la fin des sanctions et par la fin de la guerre. C'est qu'elle en surchauffe, elle produit trop, il y a trop de création d'entreprises, il y a trop d'usines, parce que, eh bien, il y a tout ce mouvement de remplacement des importations. Et puis, quand vous avez un pays qui a une énergie aussi peu chère, qui a toutes les ressources, une population bien formée, évidemment que l'économie décolle. Et d'ailleurs, sans Madame Naboulina, je pense que je suis tout à fait d'accord avec mon ami Gilles Walter, ancien conseiller économique de l'ambassade de France à Moscou, on aura une croissance à 10%. Donc là aussi, il va falloir, et c'est ce que d'ailleurs on fait comprendre au Forum économique de Saint-Pétersbourg, le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie, il va falloir revoir cette orthodoxie économique qui aurait été tout à fait justement critiquée par Jacques Sapir, par exemple, donc de maintenir des taux d'intérêt élevés en voyant lutter absolument contre une inflation. L'inflation, encore une fois, ça n'a pas que des mauvais côtés. Je peux vous donner d'ailleurs un exemple d'un de mes amis qui est un capitaine d'industrie. Il y a eu, comme on l'avait dit, beaucoup d'aides de la Russie pour robotiser, pour optimiser, digitaliser au maximum. Et il me disait, maintenant qu'il y a une inflation dans les salaires, c'est rentable.
Quand le salaire dans mon usine était à 40 000 roubles par mois, ce n'était pas rentable de mettre un robot. Maintenant, il a doublé grâce à l'inflation, et donc c'est rentable de robotiser et de monter le niveau de compétence des ouvriers dans les usines. Donc il y a un effet vertueux de l'inflation. Et donc, en fait, Madame Nabiulina, il y a finalement plus que le grand architecte qui trouve que ce qu'elle fait est génial. Et donc, pour revenir à ce que je disais, quand la guerre se finira, quand les sanctions se finiront, le problème économique du manque de main-d'œuvre de l'économie russe ne sera pas résolu. Il manque au moins 1,5 million de travailleurs, c'est la totalité de l'armée russe. Et 1,5 million, encore une fois, de soldats pour un pays de la taille de la Russie, avec autant d'ennemis, notamment à l'ouest, c'est tout à fait normal. Donc c'est pas la fin de la guerre qui va résoudre le problème de la main-d'œuvre. Ça ramènera peut-être quelques centaines de milliers de travailleurs, mais ça suffira absolument pas. Donc il faut organiser l'immigration de travail, comme en Émirats arabes unis, on l'a dit, c'est ce que le Russie est en train de faire. Il faut robotiser, optimiser. Voilà ce qu'il faut faire. Et pour ça, il faut lâcher un peu d'inflation pour que les entreprises puissent emprunter à des taux raisonnables pour pouvoir investir et précisément optimiser. Donc là aussi, il raconte n'importe quoi. Et le dernier mensonge, le voilà. Il faut rendre hommage au courage et à la détermination de la résistance ukrainienne qui a évité que le pays s'effondre en 3 jours, ce qui était le programme que les Russes reconnaissent même désormais de l'opération militaire spéciale. Donc là, je défie quiconque de trouver un haut responsable russe qui ait un jour déclaré, ça a commencé par Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est dans cette technique de mensonge. Alors évidemment, le grand architecte, au niveau du mensonge, c'est un peu un spécialiste. Mais de dire, et les Russes le reconnaissent, c'est faux. Jamais les Russes ne l'ont reconnu. Il ment, mais vraiment, effrontément, c'est assez estomacant. Jamais je serais capable de mentir comme le grand architecte. C'est pas possible. Il s'est fait avec tellement de spontanéité qu'on a presque envie de le croire. Sauf que là, c'est profondément faux. Enfin, la dernière chose qui m'a intéressé, c'est ça. Un accord que je qualifierais de cessez-le-feu à la coréenne. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de paix entre les deux Corées. C'est une guerre qui a fait 3 millions de morts et qui a duré très longtemps. Donc vous vous souvenez, la solution coréenne, en fait, j'en ai souvent parlé, elle a été proposée au début 2023 déjà dans la presse américaine. C'était, je crois, le premier article était dans Politico et après ça a été repris régulièrement. Il y avait 2 concepts, donc une solution à la coréenne qui permettrait de geler le conflit sur la ligne de front actuelle. Donc on est toujours en guerre, donc on peut maintenir les sanctions. Et donc ça, c'était la solution rêvée de ceux qui se doutait que l'offensive magique ukrainienne de l'été 2023 ne fonctionnerait pas. Donc ça sort début 2023. Et à côté de ça, il y avait également un autre concept, c'était de dire on peut très bien faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, même si elle n'a pas récupéré tous ses territoires, puisqu'en principe, pour rentrer dans une alliance, surtout militaire, il faut avoir la maîtrise de tous ces territoires. Sinon, ça veut dire qu'on entre immédiatement dans la guerre. Mais ceux qui étaient favorables à ça, donc on met en place d'un côté la solution coréenne, donc référence à la fin de la guerre de Corée, et en même temps, finalement, faire rentrer ce qui reste de l'Ukraine dans l'OTAN, comme l'Allemagne de l'Ouest, au moment de la guerre froide. C'était ça l'idée. Donc évidemment, c'est, devant la défaite militaire imminente et annoncée, c'est évidemment la solution idéale pour les néocons américains et leurs marionnettes, dont Emmanuel Macron, en Europe. Mais évidemment que la Russie n'acceptera pas ça, et donc ça n'arrivera pas. Voilà. Enfin, pour conclure sur les derniers mensonges du grand architecte, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, le grand architecte, il est aux États-Unis, puisque Alain Bauer, dans son interview, il explique qu'il est aux États-Unis, et d'ailleurs, quand on lui demande son avis sur la rencontre Poutine-Trump, il dit qu'il va nous dire ce que lui disent ses amis américains. Encore une fois, c'est ça ce qui est caractéristique, d'ailleurs, notamment quand on écoute les émissions de géopolitique dans les médias français, les grandes chaînes d'infos, c'est qu'il n'y a aucune pensée géopolitique autonome française. En tout cas, on ne la voit pas dans les médias français, puisqu'en fait, ils ne font que commenter les déclarations du Wall Street Journal, du New York Times, du Washington Post, du Washington Compost, comme diraient mes amis, etc., ou de Telegraph pour la presse britannique. Donc ça aussi, c'est quelque chose de révélateur, c'est que comme on n'a plus de diplomatie, et finalement, on n'a plus dans nos grands médias des gens qui sont capables de penser la géopolitique. Considération militaire générale maintenant. Alors, on a beaucoup parlé cette semaine de l'avancée russe, donc notamment dans le nord de la ville de Pakrovsk. Et donc, il y a eu un mouvement de panique
qui d'ailleurs n'a pas été généré par les médias russes, mais par les médias ukrainiens eux-mêmes, et notamment le chef d'état-major d'Azov qui dit c'est la panique, mais c'est pas de notre faute, c'est jamais de leur faute. Hein. Ils partent en courant à chaque fois, mais c'est jamais de leur faute. Les positions étaient mal préparées, etc., etc. Et donc il y a eu tout d'un coup un mouvement de panique qui était assez étonnant, alors qui a été repris évidemment dans les médias de grand chemin. Mais par exemple, des gens comme Yuri Podolaka, que nous suivons, eux ont pris les choses avec une certaine sérénité, tout en appréciant la progression. Mais déjà, le problème, c'est ce qu'explique d'ailleurs Yuri Podolaka, c'est que la progression a paru impressionnante parce qu'elle a été niée pendant plusieurs jours. Et donc finalement, tout d'un coup, on découvre les Russes ont progressé de 17 km. Oui, enfin, ils n'ont pas progressé de 17 km en 2 heures. Ils ont, c'est vrai, depuis 15 jours, commencé à progresser de plus en plus rapidement. Ensuite, il a été dit, il faut absolument empêcher les Russes d'avancer, de percer trop loin. Bon, moi, je suis, comme je l'ai expliqué, je suis assez sceptique sur cette vision, on va dire, germanique et otanienne de la guerre. Je pense que les Russes ne prendront pas le risque d'exposer trop leurs flancs avec une percée comme ça en pointe. Ça a bien marché en 2022, il faut bien le dire, mais c'est à ce moment-là où l'armée russe, avec ensuite Bakhmout, a eu le plus de pertes. Et aujourd'hui, comme on le voit en plus, ce sont des groupes d'assaut extrêmement légers. Cette progression, elle est due, comme on l'avait annoncé d'ailleurs, par rapport à ce qu'on imaginait être l'offensive russe en été. On avait dit la Russie va progresser sur l'ensemble du front, mais de temps en temps, il y aura des écroulements partiels du front. Et c'est ce qui s'est passé, parce que Azov est parti en courant, les conscrits, enfin les mobilisés de force se sont rendus, et puis plus personne ne veut se battre. C'est plus ça d'ailleurs que, évidemment, l'efficacité, la coordination parfaite entre les drones, l'infanterie à moto russe, l'infanterie légère russe, motorisée, tout ça, évidemment, c'est un ensemble de choses, mais si tout d'un coup on assiste à une accélération, c'est davantage dû à l'usure de l'armée ukrainienne, et c'est d'ailleurs ce que recherche la Russie. La Russie est beaucoup moins à la recherche de conquête territoriale que de détruire le potentiel militaire otano-kievien. Donc voilà un peu mon analyse, et surtout il ne faut pas se fixer sur la région de Pakrovsk. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien immédiatement, Kiev a envoyé ses réserves parmi ses meilleures troupes qu'elle a prélevées à d'autres endroits du front. Et donc on a également observé une progression significative du front, plus au sud, dans la direction de la région de Dnepropetrovsk. Donc il ne faut pas considérer les morceaux du front éloignés de l'un de l'autre. Ce que nous fait l'état-major russe, c'est du Broussilov, 1916, encore une fois. Il faut prendre les 1000 km de front russe comme un ensemble, et finalement les Russes jouent avec les réserves ukrainiennes. Quand ils réussissent à attirer une bonne partie des réserves, ils attaquent ailleurs, et ça leur permet d'avancer sur l'ensemble de la ligne de front. C'est ce qu'on a analysé depuis le début, c'est ce que dit Sylvain Ferreira. Après, il peut y avoir effectivement un écroulement du front beaucoup plus large, et puis des espaces, encore une fois, opérationnels qui s'ouvriront pour la Russie, parce que l'arrière du Donbass était beaucoup moins bien protégé que la partie Est, mais malgré tout, les Russes vont avancer de manière très prudente, sans exposer leurs flancs, en consolidant avant d'avancer. On n'est pas dans ces grandes avancées de 2022, qui, encore une fois, rappelons-le, la plus grande avancée de toute la guerre otano-kievienne sur le territoire ukrainien, c'est 2022. C'est là que les Russes prennent jusqu'à 60 000 km² de territoire, qui font de la mer d'Azov une mer intérieure russe, qui font 100 km, qui traversent le Dniepr et qui prennent la ville de Kherson en 9 jours. Tout ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez unique, et ça a eu lieu en 2022. Là, la progression sera beaucoup plus lente, mais là, encore une fois, le but est avant tout de destruction du potentiel militaire otano-kievien. Une des raisons également de l'effondrement partiel de ces morceaux du front, c'est la rencontre Vladimir Poutine-Donald Trump. Évidemment, j'avais comparé ça au discours du maréchal Pétain du 16 juin 1940, lorsqu'il annonce qu'il a demandé l'armistice au Führer, 1 million de prisonniers en une semaine. Là, c'est un peu pareil. Vous annoncez que vous allez négocier, qu'en gros, il y a une solution qui va être acceptée par la Russie et par les États-Unis, qui va être transmise à Zelensky. Si on abandonne les 30% du Donbass qui restent à l'Ukraine, pourquoi mourir ? Autant se mettre à l'abri, ça ne sert à rien, puisque de toute manière on va les abandonner. Donc évidemment, on peut imaginer l'effet délétère de la rencontre de Poutine-Trump sur le moral de ce qui reste de l'armée ukrainienne.
Et c'est d'ailleurs le sens de l'article très intéressant de The Telegraph. Donc The Telegraph, c'est la presse anglaise, donc pas du tout ami du Kremlin, mais qui constate, notamment en interviewant un jeune homme qui fuit la mobilisation, c'est que plus personne ne veut y aller, personne n'y croit. Et il y a aussi un point qui m'a intéressé dans cet article, c'est qu'il y a la reconnaissance que la contre-offensive ukrainienne a été possible en l'automne 2022 grâce à la supériorité numérique. Donc c'est pour ça ceux qui disent que l'offensive russe visait à contrôler toute l'Ukraine, et était très mal organisée, etc. La Russie s'est emparée de 60 000 km² de territoire ukrainien en 2022 en attaquant à 1 contre 3. Et à la fin de l'année 2022, ils étaient à 1 contre 6, 1 contre 8. Et malgré tout, ils ont tenu. Donc évidemment que la démonstration de l'armée russe dès 2022 est tout simplement remarquable. Et petit à petit, comme je vous l'avais dit, tous ces médias mensonges vont être révélés, y compris la supériorité dans tous les domaines tactiques, stratégiques, opératives de l'armée russe. Vous pourrez finalement la lire dans tous ces médias-là. On a commencé, d'ailleurs, il y a des bons articles dans le Figaro, pas que, mais il y en a, qui sont en train de l'expliquer. Et enfin, dernière considération militaire générale, il n'y a pas de coordination entre ce qui se passe sur le front et la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Encore une fois, la séparation des pouvoirs entre le pouvoir de décision tactique sur le terrain et opératif des militaires et les décisions stratégiques prises par Vladimir Poutine est parfaite en ce qui concerne le conflit otano-kievien. C'est-à-dire que Vladimir Poutine laissera toujours ses militaires faire ce qu'il faut pour éviter le maximum de pertes et avancer de manière de plus en plus efficace, ou reculer, comme on l'a vu en 2022, de manière efficace et organisée, pour préserver les effectifs. Donc s'imaginer que Vladimir Poutine ait pu donner un ordre, allez-y, foncez, c'est le moment, je vais rencontrer Donald Trump, c'est du grand n'importe quoi. Ceux qui disent ça n'ont absolument pas compris la manière dont la Russie organise sa guerre depuis le début. Le militaire prend ses propres décisions du point de vue opératif et tactique. Poutine définit les objectifs stratégiques, et ça fonctionne bien. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors du côté des bombardements à la profondeur, on a frappé des deux côtés. Je souligne particulièrement en fait la volonté provocatrice, d'ailleurs qui a été soulignée, y compris par une représentante du Parlement américain, de provocation des frappes ukrainiennes, qui a délibérément frappé en plein centre-ville. On le voit sur ces images, frapper des véhicules civils en plein centre-ville, frapper sur des immeubles dans la ville de Rostov. Voilà. Mais tout ça n'a pas fonctionné puisque la Russie ne s'est pas laissée piéger. Il y a également un faux bombardement dans la ville de Soumy qui a été attribué aux forces russes, mais c'était une pure provocation otano-kievienne. En revanche, ce qu'on a appris par la communiqué de presse du FSB, c'est que les Russes ont réussi à détruire tout le potentiel de missiles longue portée du projet Sapsan qui avait été conçu en coopération avec l'Allemagne. Donc différents sites ont été détruits, donc tout ça a été largement documenté par le FSB. Donc ça met tout de même à l'abri la Russie de bombardements dans la profondeur avec des missiles, autre chose que évidemment des ULM chargés d'explosifs qui sont beaucoup moins efficaces. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça prouve aussi que le renseignement russe fonctionne remarquablement bien. Du point de vue de la ligne de front, là on note que la contre-offensive ukrainienne dans la région de Soumy bat de l'aile. Visiblement, ce qu'on avait analysé, c'est-à-dire que les Russes laissaient approcher pour créer des sacs à feu et détruire le potentiel otano-kievien, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, les Russes, si on en croit d'ailleurs les géolocalisations ukrainiennes, sont de nouveau rentrés dans le village de Konstantinovka à cet endroit-là. On continue sur la ligne de front plus à l'est et plus au sud. Donc les Russes consolident leur progression dans la direction de Krasny Liman, extrêmement important pour pouvoir encercler Slaviansk. Et là aussi, les nouvelles sont bonnes. La progression continue du côté de Seversk, mais j'attends d'avoir des renseignements un peu plus significatifs avant de modifier la ligne de front. Les Russes continuent à nettoyer le chaudron au sud de ce réservoir, du côté de Klebanbouk et Katarinovka. Donc là aussi, les troupes otano-kieviennes se sont laissées enfermer et vont être détruites ou capturées. De nouveau, incapacité de l'état-major otano-kievien d'organiser
une retraite, même la plus élémentaire, même la plus simple possible. Une grosse défaillance, une fois de plus, des forces de l'OTAN. La plus grosse progression, évidemment, cette semaine, c'est celle qui a été dénoncée par les médias otano-kieviens. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, évidemment, encore une fois, vous savez, moi, je ne vais pas du mètre carré par mètre carré. Là, on a une direction générale. Je pense que la semaine prochaine, on saura exactement à quoi s'en tenir. Donc, effectivement, c'est une progression qui paraît assez impressionnante. On est jusqu'à 12 km en avant, donc c'est pas rien. Et ça peut évidemment largement mettre en danger non seulement la ville de Pakrovsk, mais ça c'est quelque chose d'entendu, mais également l'approvisionnement vers Kramatorsk et ouvrir un espace opérationnel, on en avait parlé il y a quelques semaines, de permettre une avancée vers le nord et donc de ne pas avoir à donner un assaut frontal sur ces deux villes. Donc ça, ce serait extrêmement important. Donc les otano-kieviens ont annoncé qu'ils avaient contre-attaqué, qu'ils avaient coupé la pénétrante russe. A priori, c'est faux. Mais encore une fois, on le verra la semaine prochaine. Et ce qu'on observe surtout, c'est que là, les Russes prennent leur temps, consolident leur progression avant d'avancer davantage. Donc encore une fois, on n'aura pas une grande percée à la Bagration, juillet 1944. Les Russes ont également progressé plus au sud pour parfaire leur encerclement de Pakrovsk. Là aussi, c'est une idée de la progression, mais a priori, ça correspond à peu près à ça. Et ce qui voudrait dire que là, il serait temps d'évacuer la ville de Pakrovsk, mais comme on le sait, organiser à temps une évacuation d'une ville, pour l'instant, Kiev n'a jamais été capable de le faire. L'état-major otano-kievien, encore une fois, est totalement incompétent pour organiser des manœuvres complexes. Comme je vous le disais, il n'y a pas que dans cette zone que les Russes avancent, il y a une large avance dans la direction de Dnipropetrovsk, dans cette région qui pour l'instant appartient toujours à l'Ukraine. Donc comme on le voit, cette semaine, l'avancée a été significative. Les Russes se sont emparés de cette localité-là, Alexandrovka, Klevtsovo. Alexandrograd, ça a été annoncé il y a 2 jours. Et puis ce matin, on a appris la prise de Voronezh ici. Donc les choses là se passent aussi très mal pour Kiev. Il y a également du mouvement plus au sud, mais rien de significatif, pas de modification de la ligne de front. Donc comme on le voit, comme je le dis, il faut toujours considérer la ligne de front dans son ensemble. Ne pas commencer à se focaliser sur une des directions. C'est tout le front qui est en train d'être ébranlé par les offensives russes. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le vendredi 16 août 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à, encore une fois, vous inscrire à tous nos réseaux sociaux. C'est extrêmement important. On ne sait pas ce qui va subsister de Telegram, de X. Voilà, donc encore une fois, il faut qu'on reprenne, il faut qu'on atteigne les 100 000 abonnés sur Telegram. Il faut qu'on continue à monter largement sur X. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à suivre. Écouter nos vidéos sur X, ça c'est une bonne chose. Il faut diversifier nos plateformes. Et c'est ce que nous allons faire. Et puis encore une fois, faites-nous un don, on en a besoin. On veut démarrer le mois de septembre sur les chapeaux de roue, donc on compte sur vous. Voilà. En tout cas, évidemment, que cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est un succès diplomatique éclatant pour les deux hommes, d'ailleurs, mais plus pour Vladimir Poutine. Sur le terrain, comme on le voit, eh bien, ça perce de partout. Économiquement, il ne faut pas écouter le grand architecte. Donc, courage, tenez bon, on les aura.